Savez-vous ce que ça fait d'être poussé dans l'escalier par sa propre fille? Sentir son corps rouler marche après marche, la tête qui heurte, la douleur qui se propage, et la seule chose qui vous vient à l'esprit est son visage qui vous regarde d'en haut, sans une once de remords. Ma fille, Amélie, m'a fait ça. Elle m'a poussé pour que je disparaisse de sa vie, pour que je meure. Si je n'avais pas eu de chance, si je n'avais pas réussi à m'accrocher à la rampe à temps, vous ne seriez pas en train de m'écouter maintenant. Je serais morte, brisée, jetée par ma propre fille. Tout ça à cause d'un homme, tout ça à cause de son obsession maladive. Et ce que j'ai fait pour riposter a choqué tout le monde. Parce que quand une mère décide de se battre pour sa propre vie, quand elle montre le vrai visage de la fille qui l'attaque, alors vous verrez que la méchanceté peut se déguiser en ange. Si vous avez des filles, mettez un pouce bleu maintenant, parce qu'après avoir entendu mon histoire complète, vous comprendrez que même une fille peut se transformer en quelqu'un de méconnaissable. Et qui sait, cette vidéo pourrait arriver à la bonne personne pour éviter qu'une autre mère ne soit agressée et bafouée. Dites-moi dans les commentaires, faites-vous aveuglément confiance à vos enfants adultes? Pensez-vous que le sang de votre sang ne vous ferait jamais de mal? Parce que je pensais la même chose, jusqu'au jour où Amélie m'a poussée dans l'escalier. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde, parce que la violence familiale peut atteindre cet extrême, et chaque mère, chaque père, doit connaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Mon nom est Jeanne Dubois, j'ai 65 ans. Je suis née et j'ai toujours vécu ici à Bergerac, en Dordogne. Je suis veuve depuis 10 ans, à la retraite, et je vis seule dans ma maison que j'ai construite avec beaucoup d'amour avec mon défunt mari, Marcel, durant 40 ans, d'une union heureuse et de beaucoup de travail. Pendant toute ma vie, j'ai été une mère exemplaire. J'ai travaillé comme institutrice pour subvenir aux besoins de ma fille unique, Amélie. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, la conduisais à l'école, allais la chercher, l'aidais à faire ses devoirs. Tout pour lui offrir une vie meilleure, une vie que je n'ai pas eue. Ma maison juste derrière moi, cette maison simple avec un petit jardin, a été construite avec la sueur de notre travail et de celui de Marcel. Chaque pièce représente des années d'économie, de sacrifices, de rêves réalisés. C'est mon refuge, mon havre de paix à la vieillesse, le seul endroit où je me sentais vraiment en paix. Ceux qui me connaissent dans le quartier savent que je suis une personne tranquille, dévouée à ma famille et toujours prête à aider. Je vais à l'église tous les dimanches, j'aide à des campagnes de charité. Je ne me suis jamais mêlée au commérage. Une vie simple mais digne, construite avec beaucoup d'efforts et d'honnêteté. Amélie a toujours été ma fille unique, mon seul amour, la raison de ma vie. Quand elle est née, j'ai promis de lui donner tout ce que je n'avais pas eu, une éducation de qualité, un amour inconditionnel et un foyer plein de tendresse. J'ai travaillé sans relâche pour qu'elle puisse étudier, avoir de bons vêtements et ne jamais manquer de rien comme moi dans mon enfance. Elle a étudié jusqu'à l'université, a obtenu son diplôme en administration, a toujours eu ce que je pouvais offrir de mieux. J'ai sacrifié ma propre vie, mes propres rêves pour réaliser les siens, comme toute mère le fait pour son enfant. Mais vous allez découvrir comment une fille apparemment normale, éduquée, avec une profession respectable, peut se transformer en une personne cruelle et calculatrice. Comment l'amour d'une mère peut nous aveugler sur la vraie nature de celui que nous avons élevé avec tant d'affection, au point d'être trahis par notre propre sang. Croyez-vous qu'une fille puisse tenter de blesser sa propre mère par jalousie ou obsession? Que l'éducation et l'amour ne garantissent pas le caractère? Laissez-moi vos commentaires si vous avez déjà soupçonné un proche à cause de la passion ou de l'argent. Parce que les signes étaient là, je n'ai juste pas su les voir. Amélie a toujours été une fille possessive, mais j'attribuais cela au fait qu'elle était fille unique et qu'elle avait toute l'attention. Elle a perdu son père jeune, à 15 ans, elle était restée seule avec moi. Peut-être est-ce pour cela qu'elle était plus attachée. Mais j'ai toujours pensé qu'au fond, elle m'aimait, qu'elle respectait les sacrifices que j'avais faits pour elle. À 20 ans, elle a commencé à sortir avec Antoine, un bon garçon, travailleur, que j'appréciais beaucoup.
Je pensais qu'elle allait se ranger, fonder une famille, devenir une femme responsable. Ils se sont mariés et sont allés vivre près de chez moi, ce qui me rendait très heureuse. Pendant les premières années de son mariage, Amélie était affectueuse, me rendait toujours visite, amenait Antoine dîner. Notre relation était excellente. Elle travaillait dans une entreprise de marketing, gagnait bien sa vie, et je me sentais épanouie de la voir heureuse et indépendante. Mais quand Antoine a été promu et a commencé à voyager pour le travail, Amélie s'est retrouvée plus seule. C'est là qu'elle a rencontré Grégoire, un homme marié, de 10 ans son aîné, réputé pour être un coureur de jupons. Elle est tombée follement amoureuse de lui, d'une manière maladive, obsessionnelle. « Maman, Grégoire est l'homme de ma vie. Il va quitter sa femme et m'épouser. » C'est ce qu'elle disait tous les jours. Nous allons construire une nouvelle vie, être heureux pour toujours. Je la mettais en garde, bien sûr. « Ma fille, il est un marié, ce n'est pas bien. » Mais elle ne m'écoutait pas. Le problème, c'est que Grégoire était un manipulateur. Il a fait tourner Amélie en bourrique pendant 1 an avec de fausses promesses. Il n'a jamais quitté sa femme. Il ne l'a utilisée que comme maîtresse. Et quand sa femme a découvert la liaison, elle lui a donné un ultimatum. Soit il rompait avec Amélie, soit elle demandait le divorce et le retirait de la société. Grégoire, bien sûr, a choisi la vie confortable et a abandonné Amélie. Elle était détruite, obsédée par lui. Elle a arrêté de travailler, s'est isolée et a commencé à me blâmer pour tout. Elle disait que je ne la soutenais pas, que j'étais la coupable d'avoir perdu l'homme de sa vie. Si vous comprenez qu'Amélie était déjà dangereuse à ce stade, laissez ce pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu quelqu'un devenir obsessionnel par passion au point de se détruire? Parce que son obsession ne faisait que commencer et allait se retourner contre moi. Après que Grégoire l'eut quitté, Amélie a commencé à avoir des délires. Elle disait que je sabotais sa relation, que j'attirais Grégoire loin d'elle. Elle a complètement changé de comportement avec moi. Elle est devenue froide, calculatrice et a commencé à m'enfermer tous les jours pour me convaincre que j'étais coupable de tout. « Maman, tu as mal regardé Grégoire ce jour-là. » Mensonge. Je lui conseillais juste d'être prudente. « Tu me portes la poisse. C'est pour ça que Grégoire m'a quittée. » C'était de la pure manipulation, essayant de me faire croire que j'étais responsable de son malheur. « Maman, ne vois-tu pas que tu es un obstacle dans ma vie? Que je ne serai jamais heureuse tant que tu seras là? » Elle me mettait dans la tête l'idée que j'étais un fardeau, essayant de me dévaloriser pour que je m'éloigne. Elle a commencé à amener des gens étranges ici sans me prévenir, des amis que je n'avais jamais vus. « Madame Dubois, votre fille nous a demandé de vous parler de Grégoire. »« Madame Dubois, Amélie souffre beaucoup, vous devez disparaître de sa vie. » Amélie m'isolait, me faisant passer pour la méchante de l'histoire. « Amélie, pourquoi amènes-tu ces gens ici sans me prévenir? Que fais-tu? »« Maman, j'essaie juste de te faire comprendre que tu gâches mon bonheur. »« Gâcher? Moi qui ai donné ma vie pour elle. » Mais elle n'acceptait pas que la faute soit la sienne, pas la mienne. Elle a amené mon petit-fils Léo, son fils avec Antoine, pour me convaincre. Mon petit-fils de 7 ans disant « Mamie, pourquoi tu ne disparaîtrais pas un peu? Maman dit que tu la gênes pour être heureuse. » C'était Amélie utilisant l'enfant comme une marionnette, mettant des mots terribles dans sa bouche. « Léo, qui t'a dit ça? » Maman a dit que mamie est une vieille égoïste qui ne veut pas la voir heureuse. Égoïste, moi qui ai travaillé toute ma vie pour avoir cette maison, qui ai subvenu aux besoins d'Amélie et de Léo pendant des années, j'étais égoïste pour simplement exister. Une nuit, Amélie est rentrée à la maison agitée, criant « Maman, tu vas disparaître de ma vie, que tu le veuilles ou non !» Le ton était une pure menace, et elle semblait hors d'elle. « Comment ça, ma fille? Tu vas comprendre que tu n'as pas le choix. Soit tu disparais de ton plein gré, soit il t'arrive quelque chose qui te force à disparaître. » Quel genre de choses, Amélie? Les accidents, ça arrive, maman. Surtout à ceux qui passent leur temps à gêner la vie des autres.
C'était la première menace directe. Ma propre fille me menaçait à cause d'une obsession maladive pour un homme. La peur a commencé à habiter en moi. Voulez-vous savoir quand Amélie a montré qu'elle était capable de m'attaquer physiquement, quand elle a prouvé qu'elle n'était plus ma fille, mais une personne aveuglée par la haine? Je vais vous le raconter, mais dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un enfant ait le droit d'essayer de forcer ses parents à disparaître de leur vie? Donnez-moi votre avis. Une semaine après la menace, Amélie a commencé à agir de manière encore plus agressive. Elle m'ignorait, ne répondait plus, et quand elle me parlait, c'était toujours avec ironie et mépris. Son objectif était de me faire sentir invisible, indésirable, pour que je veuille vraiment disparaître. « Maman, pourquoi ne vas-tu pas vivre chez une de tes amies? Comme ça, tu ne me gêneras plus, et je pourrai reconstruire ma vie. » Cette phrase me faisait profondément souffrir. Elle voulait me chasser de ma propre maison, de ma propre vie. J'ai commencé à sentir une odeur étrange dans ma chambre, une légère odeur de gaz, mais perceptible. J'ai vérifié les installations, appelé un technicien, mais il n'a rien trouvé. Amélie apparaissait dans ma chambre et disait « Tu ne sens pas une odeur de mort ici, maman? C'est le signe que tu ne vas pas durer longtemps. » 2 jours après, je me suis réveillée avec un bruit étrange venant de la cuisine. Quand je suis descendue, le robinet de gaz était ouvert. Je l'ai fermé immédiatement, le cœur battant. Amélie est apparue de nulle part. « Tu deviens distraite, maman. Tout aurait pu exploser. » C'était elle, essayant de simuler des accidents. Elle a commencé à raconter au voisinage que j'avais des problèmes mentaux, que j'inventais des choses. Ma mère a Alzheimer, la pauvre. Elle voit des choses qui n'existent pas, disait-elle. Elle voulait me discréditer, me faire passer pour folle, afin que personne ne me croie. Une nuit, elle a oublié la porte d'entrée ouverte, avec la clé dans la serrure à l'extérieur. Par chance, le voisin a vu et l'a fermée. Quand j'ai confronté Amélie, elle a dit « Ah maman, c'est que tu es si distraite que j'ai cru que tu étais déjà sortie. Ne t'inquiète pas, un jour tu disparaîtras et personne ne s'en apercevra même pas. » C'est là que j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre sous cette menace constante. Ma propre fille voulait me détruire, me faire disparaître. J'avais besoin de preuves, j'avais besoin d'aide. J'ai cherché un avocat, mais il a dit que sans preuves concrètes, ce serait difficile. C'est alors qu'une amie m'a donné l'idée d'installer des caméras. Si vous pensez que j'ai eu raison d'installer des caméras, mettez un pouce bleu et partagez pour que d'autres pères et mères voient qu'il faut se protéger même de sa propre famille quand elle devient une menace. Car ce que les caméras ont enregistré était encore plus terrifiant. Les caméras ont été installées discrètement un mardi. Le jeudi soir, elles ont enregistré quelque chose qui m'a glacé le sang et m'a fait comprendre la véritable intention d'Amélie. Elle ne voulait pas seulement que je disparaisse, elle voulait me blesser gravement, ou pire. Dans la première vidéo, Amélie apparaît tard dans la nuit dans la cuisine. Elle a pris un grand couteau de cuisine et l'a aiguisé. Ensuite, avec un regard vide, elle a commencé à couper les fils de mon téléphone fixe et d'Internet, m'isolant complètement. Elle ne voulait pas que je puisse demander de l'aide. Dans la deuxième vidéo, elle apparaît dans ma chambre pendant que je dormais. Elle a mis un chiffon avec une odeur étrange, comme un solvant, près de mon nez. Je me suis agitée, j'ai toussé, mais je ne me suis pas réveillée. Ensuite, elle a ouvert toutes les fenêtres de la chambre, m'exposant au froid de l'aube. Elle voulait que je tombe malade, pour que je sois vulnérable. Mais la troisième vidéo a été la plus choquante, et celle qui m'a fait trembler pendant des jours. Amélie apparaît dans l'escalier de ma maison. Elle prend un seau d'eau et le déverse sur la première marche. Puis, avec un morceau de savon, frotte la marche jusqu'à ce qu'elle devienne glissante. Elle préparait un piège mortel. Si je glissais là, je pourrais me briser entièrement ou mourir. J'ai apporté les vidéos à la police. Le commissaire était horrifié. « Madame Dubois, votre fille agit de manière préméditée pour vous blesser gravement, voire vous tuer. C'est un crime grave. Nous allons ouvrir une enquête et demander une mesure de protection immédiatement. » Une mesure de protection?
contre ma propre fille. Mais Amélie, comme toujours, a été plus maligne. Quand elle a su pour la plainte et la mesure de protection, elle m'a appelée en pleurant, en demandant pardon. « Maman, j'étais hors de moi à cause de Grégoire. Je ne savais pas ce que je faisais. Le désespoir ne justifie pas les actes de violence. Amélie, tu as essayé de m'isoler et de me rendre malade, et tu as tendu un piège dans l'escalier. Tu voulais vraiment me blesser. Maman, je voulais juste que tu comprennes ma douleur, que tu me laisses en paix. Je n'ai jamais voulu te faire vraiment de mal. » Mensonge. La vidéo de l'escalier était pour blesser, et beaucoup. Ma fille, la police enquête. Tu dois faire attention. Maman, aide-moi. Dis que c'était un malentendu, que tu vas bien. Un malentendu? Tentative d'agression et d'isolement, c'est un malentendu? Elle pensait vraiment que j'allais la protéger, même après tout ça. J'ai dit que je ne retirerais ma plainte que si elle acceptait de suivre une thérapie et de me laisser tranquille, sans plus de menaces ni de manipulation. Si tu veux tant que je disparaisse de ta vie, alors laisse-moi en paix, pour de bon. Sans piège, sans chantage. Elle est devenue furieuse de ma proposition. « Maman, tu ne peux pas m'abandonner. Je suis ta fille unique. » « Si, je peux. Et je le ferai si tu continues à me blesser. Une fille qui essaie de me pousser dans l'escalier pour que je disparaisse ne mérite pas ma présence. » C'est là que j'ai vu la haine pure dans ses yeux. Une haine que je n'avais jamais vue auparavant. La haine de quelqu'un qui n'acceptait pas de perdre le contrôle. Amélie est partie d'ici ce jour-là en jurant vengeance. « Tu vas regretter de m'avoir fait ça, maman. Tu vas beaucoup le regretter, je vais disparaître, mais tu vas le regretter encore plus. » C'était une menace claire, directe, mais je n'imaginais pas de quoi elle serait capable la semaine suivante. 3 jours plus tard, un samedi matin, Amélie est revenue pour exécuter son plan final. Elle savait que je descendais l'escalier pour prendre le petit déjeuner toujours à la même heure. Son objectif était de me donner une poussée fatale qui ressemblerait à un accident domestique, parfait pour quelqu'un qui voulait que je disparaisse sans éveiller de soupçons. Je descendais l'escalier, tranquille, quand j'ai senti un fort impact dans mon dos. Amélie était debout en haut de l'escalier, avec un sourire déformé sur son visage. La poussée a été si forte que j'ai perdu l'équilibre et j'ai commencé à rouler marche après marche. La douleur était lancinante. Je me suis cogné la tête, le bras, les jambes. J'ai senti mon corps lourd tomber et la seule chose que je voyais était son visage là-haut, regardant, sans bouger. On aurait dit qu'elle attendait que j'arrive en bas de l'escalier déjà sans vie. J'ai réussi, par un instinct de survie, à me tenir fermement à la rampe à l'avant-dernière marche, évitant une chute mortelle. Je suis restée suspendue, le corps endolori, mais consciente. Amélie ne s'attendait pas à ce que je résiste. Quand elle m'a vu m'accrocher, encore en vie, son sourire s'est transformé en panique. « Comment as-tu réussi à t'accrocher, vieille inutile ?» Elle criait, descendant l'escalier en courant. J'ai réussi à me traîner et à appeler les urgences, malgré la douleur. Mes voisins ont entendu le bruit et sont venus en courant. Amélie a essayé de s'enfuir par l'arrière, mais la voisine, Madame Bernard, qui a assisté à la scène, l'a retenue. Elle a été arrêtée en flagrant délit. Dans la voiture de police, Amélie criait « Elle l'a mérité, elle m'a toujours gênée. Maintenant, elle va disparaître de ma vie pour de bon. » Comment disparaître pour de bon? Moi qui l'ai toujours aimée, soutenue, lui ai donné tout ce que je pouvais. Et le prix à payer a été de presque être tuée par ma propre fille. Ce n'est que la première partie de mon histoire. Ce qui s'est passé au commissariat, les révélations que j'ai faites sur Amélie et comment j'ai décidé de riposter d'une manière qu'elle n'attendait jamais, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez ce pouce bleu pour me donner la force de continuer. Et partagez cette vidéo pour qu'elle touche plus de mères, plus de pères. Parce qu'un enfant qui tente de pousser sa propre mère dans l'escalier par obsession et égoïsme, ça existe. Et tout le monde doit le savoir pour se protéger. À la prochaine partie de mon histoire.
Vous avez vu qu'Amélie a essayé de me pousser dans l'escalier pour que je disparaisse, mais voulez-vous savoir ce qui s'est passé quand elle a été arrêtée? Comment a-t-elle réagi au commissariat? Et surtout, voulez-vous savoir ce que j'ai fait pour riposter, qui l'a complètement déstabilisée et a choqué tout le monde? Parce que ce que j'ai fait à ma propre fille était si inattendu que même la police est restée sans voix. Amélie pensait qu'elle allait s'en tirer, qu'elle allait inventer une histoire et que tout le monde la croirait. Mais quand ce fut mon tour d'agir, quand j'ai révélé toute la vérité sur son obsession maladive, alors oui, le pays entier a compris le genre de personne qu'elle était vraiment et ce que je ferais pour me protéger. Si vous voulez savoir ce qu'une mère est capable de faire pour obtenir justice et se protéger de son propre sang, laissez ce pouce bleu maintenant. Parce que ce qui suit va vous choquer. Et partagez pour que d'autres voient jusqu'où la méchanceté d'un enfant peut aller et comment se défendre. Amélie a été emmenée au commissariat de Bergerac le matin de la poussée, menottée, le visage pâle et les yeux pleins de haine. Je suis allée avec elle, malgré la douleur dans mon corps, pour faire ma déposition. Je voulais voir son visage quand elle serait confrontée aux preuves et à ma décision. Le commissaire Dupont, un homme sérieux et expérimenté, a commencé l'interrogatoire. « Amélie Martin, vous êtes arrêtée pour tentative d'homicide sur votre propre mère. Vous savez quelle a été sa réaction? Elle a ri. Elle a ri au nez du commissaire, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Vous n'avez aucune preuve. C'est ma mère qui a perdu l'équilibre. » Tels furent ses premiers mots. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien, si j'étais blessée, si j'avais besoin de soins. Elle ne pensait qu'à comment se libérer de la prison, typique de quelqu'un sans remords. « Amélie, nous avons tout enregistré avec les caméras de sécurité. » Le commissaire a montré les vidéos, elle versant de l'eau savonneuse dans l'escalier, coupant les fils du téléphone et ensuite la poussée. Où est l'innocence là-dedans? Elle est devenue blanche comme un linge quand elle a vu les images. Elle ne s'attendait pas aux caméras. C'était un accident. Ma mère me provoquait. Vous pouvez le croire, provoquait. Elle m'a toujours mise des bâtons dans les roues, je voulais juste qu'elle me laisse tranquille. Comment ça? Elle vous mettait des bâtons dans les roues et la poussait dans l'escalier, c'est la laisser tranquille? Ah. C'est là que j'ai explosé, même avec mon corps endolori. Amélie, tu as essayé de me tuer. Comment est-ce un accident? Comment te défends-tu d'une mère qui ne t'a jamais fait que t'aimer? Elle m'a regardée avec une haine pure. Tu as toujours été égoïste, maman. Tu n'as jamais pensé à moi, seulement à ta vie médiocre. Son avocat est arrivé et a essayé de la faire taire. Amélie, ne dites plus rien sans ma présence. Mais elle était hors de contrôle, disant des vérités sans s'en rendre compte. Elle l'a mérité, maître. Elle m'a toujours humiliée, ne m'a jamais donné la valeur que je mérite. Elle est un poids dans ma vie. Quelle valeur méritez-vous pour avoir tenté de tuer votre mère, Amélie? A demandé le commissaire, incrédule. Je méritais d'avoir Grégoire. Je méritais d'être heureuse sans elle dans les parages. Pourquoi n'a-t-elle pas disparu pour de bon? C'est là que j'ai compris qu'Amélie me voyait comme un obstacle à éliminer. Si vous voyez qu'Amélie n'avait pas la moindre once de remords, laissez ce pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un enfant puisse être aussi froid par obsession? Parce que pour moi, ce n'était plus ma fille. Pendant qu'Amélie était en prison, la police a enquêté sur sa vie et a découvert des choses qui m'ont fait réaliser que je ne connaissais pas ma propre fille. Amélie n'était pas seulement obsessive, elle avait déjà un historique de manipulation et de comportement dangereux. Ils ont enquêté sur son passé et ont trouvé d'anciennes plaintes. Madame Dubois, votre fille a été accusée de harcèlement et de persécution dans son ancien emploi. Elle était obsédée par un patron et tentait de saboter sa femme. C'était un schéma clair. Amélie persécutait et tentait d'éliminer tout obstacle pour obtenir ce qu'elle voulait. Quelles autres plaintes, monsieur le commissaire? Il y avait des dossiers de dispute avec son ex-mari, Antoine, à cause de jalousie maladive. Elle est allée jusqu'à menacer ses collègues de travail, disant qu'elle ferait de leur vie un enfer si elle s'approchait d'Antoine. C'était avant Grégoire et je ne savais pas. La police a également trouvé des conversations entre elle et ses amis
où Amélie parlait ouvertement de plans pour faire disparaître les personnes qui la gênaient. Ma fille, Amélie, planifiait cela depuis longtemps, Madame Dubois. Vous n'étiez qu'une cible de plus sur sa liste. Une victime de plus sur sa liste. Ma fille avait un comportement de psychopathe. Comment une mère peut-elle être aussi aveugle pour ne pas réaliser qu'elle a élevé un monstre avec un tel niveau d'obsession? J'ai commencé à me blâmer, à me demander où j'avais échoué dans son éducation. Mais le commissaire m'a rassurée. Madame Dubois, les personnes atteintes de troubles de la personnalité grave, comme la psychopathie ou le trouble de la personnalité borderline, sont des maîtres de la manipulation. Ce n'est pas la faute de l'éducation. Votre fille a trompé beaucoup de monde, pas seulement vous. C'était vrai. Amélie trompait tout le monde avec un visage d'ange et un cœur de démon. Ils ont trouvé chez elle un journal avec des notes sur Grégoire. Des pages et des pages de plans pour éloigner sa femme, pour m'éloigner, pour avoir le champ libre. Amélie étudiait ses cibles comme un prédateur, et j'étais son plus grand obstacle. Madame Dubois, cette femme est dangereuse. Elle ne s'arrêtera pas avant d'obtenir ce qu'elle veut. Vous avez eu beaucoup de chance de survivre. Beaucoup de chance. Je n'étais qu'une victime de plus sur sa liste, un fardeau à éliminer pour qu'elle puisse vivre son obsession. Pouvez-vous imaginer découvrir que votre fille ne voulait pas seulement vous pousser dans l'escalier, mais qu'elle avait un historique de persécution et de manipulation? Que vous avez élevé quelqu'un avec une obsession aussi maladive? Dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentiriez dans cette situation. Si vous êtes choqué par ces révélations, laissez ce pouce bleu pour me donner la force. Et partagez pour que d'autres familles voient que l'obsession et la méchanceté peuvent se trouver n'importe où, même à la maison, et qu'il faut être attentif aux signes. Découvrir que ma fille n'était pas seulement impulsive, mais qu'elle avait un historique de comportement obsessionnel et manipulateur, m'a complètement anéanti. J'ai passé des semaines sans dormir, sans manger, me demandant où j'avais échoué. Comment une mère peut-elle à ce point manquer à son rôle dans l'éducation d'un enfant, au point d'être poussée dans l'escalier? J'ai cherché la même psychologue qui m'avait aidée auparavant, la docteure Sophie Legrand. Docteur, comment une personne normale devient-elle aussi obsédée et dangereuse? Madame Dubois. Certains troubles de la personnalité sont génétiques, d'autres sont développés par des traumatismes. Mais ce qui importe, c'est qu'Amélie est une manipulatrice née. Vous avez fait de votre mieux. Mais docteur, j'ai dû rater quelque chose. Les signes étaient là. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité grave sont des manipulateurs nés dès l'enfance. Ils feignent l'amour, imitent les émotions, trompent même leurs parents. Ne vous en voulez pas de ne pas l'avoir remarqué. L'important est que vous soyez vivante et que vous cherchiez justice. J'ai commencé à me souvenir de signes de son enfance qui, à l'époque, semblaient normaux. Amélie a 5 ans, pleurant hystériquement parce qu'une petite amie lui avait pris un jouet et ensuite agressant l'enfant par derrière. À 10 ans, cachant les cahiers de sa meilleure amie pour qu'elle ait une mauvaise note, parce que l'amie avait eu une meilleure note. « Maman, mon amie ne me laisse pas tranquille. » C'est comme ça qu'elle parlait quand elle sabotait quelqu'un. Sans émotion, sans tristesse, comme si c'était une tactique de guerre. Je pensais que c'était juste de la jalousie d'enfant, que ça passerait avec l'âge. À l'adolescence, Amélie s'isolait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle restait des jours sans me parler, ni à son père, manipulant pour que nous cédions. Je pensais qu'elle était juste lunatique, que c'était une phase. Je me suis souvenu de la fois où elle a dit « Maman, si je n'obtiens pas ce que je veux, je suis capable de tout pour que la personne disparaisse. » Elle avait 16 ans. Je pensais que c'était une chose d'adolescente rebelle. En fait, elle verbalisait déjà ses pulsions. La psychologue m'a expliqué. Les personnes avec ce profil ne maintiennent des relations que lorsqu'il y a un bénéfice. Quand vous êtes devenu un obstacle à son obsession pour Grégoire, vous êtes devenu une cible à éliminer. Un obstacle. C'est comme ça que ma fille me voyait. J'ai compris que tous les « je t'aime, maman », tous les cadeaux, tous les moments de tendresse
et taire des mensonges. Amélie ne m'a jamais vraiment aimée. Elle ne m'a utilisée que tant que j'étais utile, ou tant qu'elle ne me voyait pas comme un obstacle. Si vous comprenez la douleur de découvrir qu'un enfant ne nous a jamais vraiment aimés et ne nous voyait que comme un obstacle, laissez ce pouce bleu, parce que cette découverte fait plus mal que n'importe quelle poussée dans l'escalier. 3 mois après l'arrestation, le procureur Maître Fournier m'a convoqué pour préparer le procès. Madame Dubois, cette affaire a eu un retentissement local. Les gens ont été choqués par ce que votre fille a fait. Votre témoignage sera décisif pour condamner Amélie. Maître Fournier, que dois-je dire au tribunal? Toute la vérité sur votre fille. N'ayez pas pitié. Ne vous sentez pas coupable. Amélie est dangereuse. Elle doit rester en prison pour toujours, afin que personne d'autre ne souffre de ses mains. C'était vrai. Amélie ne pouvait pas revenir dans les rues, car elle était un danger pour elle-même et pour les autres. Les preuves étaient irréfutables. Les vidéos de la poussée, les enregistrements des pièges, les témoignages des voisins et même de mon petit-fils Léo, qui a confirmé les dires de sa mère. Amélie m'avait attaqué et était poursuivie pour tentative d'homicide. Si elle est sous-condamnée, elle risque de 6 à 20 ans de prison. 20 ans, Amélie allait passer une grande partie de sa vie en prison. Elle le mérite, maître. Combien d'autres personnes aurait-elle blessées avec cette obsession si elle n'avait pas été emprisonnée? L'affaire a fait les gros titres des journaux locaux. Une fille pousse sa mère dans l'escalier par obsession. Tragédie familiale à Bergerac. C'était un cirque médiatique, mais nécessaire pour alerter d'autres familles sur les dangers de l'obsession et de la manipulation. Des journalistes me cherchaient tous les jours. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous de savoir que votre fille a essayé de vous tuer? Comment se sent une mère? Détruite, trahie, mais aussi soulagée d'être en vie et de pouvoir rendre justice, non seulement pour moi, mais pour quiconque d'autre elle pourrait blesser. » La défense d'Amélie a tout tenté. Folie mentale, influence de drogue, légitime défense, accident domestique. Rien n'a tenu. Les preuves étaient claires. Une attaque préméditée, froidement planifiée, dans le but de me faire disparaître. Amélie a essayé de me contacter en prison. Elle a envoyé une lettre me demandant de lui rendre visite. Maman, j'ai besoin de tout vous expliquer. Expliquer quoi? Comment elle a essayé de me pousser dans l'escalier? Comment elle m'a manipulée toute ma vie? Comment elle m'a fait me sentir comme un fardeau? J'ai décidé de lui rendre visite une seule fois. Je voulais la regarder dans les yeux et lui dire que je ne pardonnerais pas, qu'elle paierait pour tout ce qu'elle avait fait. C'était mes adieux à la fille que je pensais avoir et le début de ma revanche, qui la laisserait complètement déstabilisée. Amélie était maigre, pâle, en uniforme de détenue. Quand elle m'a vue, elle a essayé de pleurer, mais les larmes étaient fausses. Les personnes comme elle ne peuvent pas ressentir de vraie tristesse, seulement de la colère et de l'auto-apitoiement. « Maman, tant mieux que tu sois venue. J'ai besoin de tout expliquer. » Expliquer quoi, Amélie? Comment tu as essayé de me pousser dans l'escalier pour que je disparaisse de ta vie? J'étais malade, maman. Je ne savais pas ce que je faisais. Mensonge. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et elle le faisait depuis des années. Tu as planifié de me blesser. Tu as installé des caméras dans ta propre maison pour le prouver. Et maintenant, tu vas essayer de dire que tu ne savais pas ce que tu faisais? Elle est restée silencieuse. Il n'y avait aucun moyen de nier les preuves des vidéos. C'était une crise, maman. Une crise avec du savon dans l'escalier? Amélie, tu es dangereuse. Tu as essayé de me tuer et tu manipules tous ceux qui s'approchent. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Maman, je suis ta fille. Tu dois me soutenir, me défendre. Tu as cessé d'être ma fille quand tu m'as poussée dans l'escalier. Et maintenant, je vais te laisser sans voix avec mon attitude. Mais maman, pardonne-moi. Je vais changer. Je serai différente. Amélie, les gens comme toi ne changent pas vraiment. Tu seras toujours un danger pour quiconque se mettra sur ton chemin. C'est pourquoi tu resteras en prison pour le reste de ta vie. Elle est devenue furieuse quand elle a réalisé qu'elle n'allait pas me convaincre et que je ne la pardonnerai pas. Vous êtes une vieille égoïste.
C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. C'était la vraie Amélie, sans masque, sans feinte, haine pure et méchanceté, avec une pointe d'auto-apitoiement. Merci de confirmer que j'ai pris la bonne décision et que vous n'avez plus de place dans ma vie. Quelle décision, maman? De ne plus jamais te considérer comme ma fille. Maintenant, tu n'es qu'une criminelle que j'ai eu le malheur d'élever. Et je ferai tout pour que tu ne blesses plus jamais personne. Ce furent les dernières paroles que j'ai échangées avec elle. Je suis sortie de cette prison soulagée et avec un plan en tête. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti une paix étrange pour la première fois depuis des mois. J'avais fait ce qu'il fallait. Amélie était dangereuse. Elle méritait la prison. Et je n'allais pas me laisser manipuler par de faux regrets. Je ferais quelque chose pour la déstabiliser, quelque chose qu'elle n'imaginerait jamais. Si vous pensez que j'ai eu raison de couper les ponts avec Amélie et de prévoir quelque chose pour la déstabiliser, laissez ce pouce bleu. Et dites-moi, pardonneriez-vous à un enfant qui a essayé de vous tuer? Parce que pour moi, il n'y a pas de pardon pour celui qui tente de vous pousser dans l'escalier. Le procès a été fixé pour le mois suivant. Le tribunal était bondé. Journalistes locaux, curieux, amis et voisins. Tout le monde voulait voir Amélie jugée. C'était l'affaire criminelle la plus commentée de la ville. Le juge Dumont a ouvert la séance. Ceci est l'un des cas de violence familiale les plus graves que j'ai jamais présidé. Tentative d'homicide commise par une fille contre sa propre mère, avec préméditation et cruauté. Amélie est entrée menottée, escortée par 2 policiers. Elle était différente. Cheveux attachés, sans maquillage, avec ce visage de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait plus d'issue. La ville entière allait la voir condamnée. Mais ma vengeance pour la déstabiliser n'avait pas encore été révélée. Le procureur a présenté les preuves une par une. Vidéos de la tentative d'agression, rapports médicaux de mes blessures, témoignages des voisins, de mon petit-fils Léo, et le journal d'Amélie avec les notes sur Grégoire et ses plans. C'était une affaire solide. Messieurs les jurés, vous allez juger une personne qui, par obsession et égoïsme, a tenté d'éliminer sa propre mère. Cette femme n'a aucune limite. Elle a planifié chaque étape pour que sa mère disparaisse. Le procureur était implacable, et à chaque preuve, Amélie devenait plus pâle. Quand ce fut mon tour de témoigner, le tribunal est devenu silencieux. C'était le moment que tout le monde attendait. La mère, qui avait été poussée dans l'escalier, allait raconter la vérité sur la fille qui l'avait attaquée. Et j'avais une surprise pour Amélie. Je me suis levée de la chaise, j'ai marché jusqu'au microphone, j'ai regardé directement Amélie, qui me fixait avec mépris. Et j'ai prononcé la phrase qui a choqué tout le tribunal et qui l'a laissé complètement déstabilisé. Messieurs les jurés, en plus de tout ce qui a déjà été prouvé, je tiens à préciser qu'Amélie Martin n'est plus ma fille. Je la déshériterai et je ne lui laisserai pas un centime. Le tribunal a explosé. Des journalistes courant vers les téléphones. Des jurés impressionnés. Amélie a essayé de crier quelque chose, mais les agents de sécurité l'ont retenue. C'était la première fois dans l'histoire de cette ville qu'une mère déshéritait publiquement sa propre fille devant un tribunal. Son visage, de choc complet et de honte, n'avait pas de prix. Elle était complètement déstabilisée. Ma fille a essayé de me tuer, m'a poussée dans l'escalier, m'a fait me sentir comme une nullité. C'est pourquoi moi, en tant que mère, je demande justice maximale et je déclare publiquement qu'elle est déshéritée. Qu'elle ne reçoive plus jamais rien de moi, ni de mon vivant, ni après ma mort. Mon héritage sera pour ceux qui le méritent vraiment. Les caméras de télévision locale se sont concentrées sur mon visage pendant que je parlais, puis sur Amélie, qui était sous le choc. La ville entière a vu une mère condamner sa propre fille, non seulement à la prison, mais à l'oubli de l'héritage. C'était un moment historique de la justice française, un moment qui restera gravé à jamais. Ce qui s'est passé après cette déclaration, la réaction d'Amélie et la sentence qu'elle a reçue, vous le saurez dans le prochain bloc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez ce pouce bleu et partagez pour que plus de gens voient qu'il faut parfois choisir entre l'affection toxique et la justice. J'ai choisi la justice et ma paix,
et je ne le regrette pas. À la prochaine partie de mon histoire. Vous avez vu que j'ai demandé l'exhérédation d'Amélie devant le tribunal, choquant tout le monde et la laissant complètement déstabilisée. Mais voulez-vous savoir comment elle a réagi après ça? Comment sa famille, son ex-mari et même l'épouse de Grégoire ont réagi à mon témoignage? Et la sentence prononcée par le juge? Parce que quand la France entière a vu une mère déshériter sa fille meurtrière, c'est entré dans l'histoire et les conséquences ont été dévastatrices. Amélie a essayé de m'attaquer là, même au tribunal, d'autres manières. Elle a crié des choses qui ont fait comprendre au pays entier quel genre de monstre elle était vraiment, et ce que j'ai fait pour riposter l'a laissée encore plus déstabilisée. Et quand le juge a lu la sentence, quand il a dit combien d'années elle allait rester emprisonnée, là, vous verrez que la justice, parfois, fonctionne. Si vous voulez savoir comment se termine cette partie de l'histoire d'horreur et comment la justice a agi, laissez ce pouce bleu maintenant, parce que ce qui s'est passé après ma déclaration au tribunal a été encore plus choquant et a eu des conséquences qu'Amélie n'aurait jamais imaginées. Et partagez pour que d'autres personnes voient que la justice vaut plus que le sang et qu'il est nécessaire de rompre les liens toxiques. Quand j'ai fini de dire que je déshériterais Amélie, le tribunal était resté dans un silence total pendant une quinzaine de secondes. Tout le monde digérait ce qu'il venait d'entendre. Une mère demandant l'incarcération de sa propre fille et déclarant son exhérédation en direct. Amélie a explosé. Elle s'est levée de sa chaise, a tenté de courir vers moi en criant « Vieille garce, j'aurais dû te tuer pour de bon. Je te hais. La maison est à moi de droit. » Les agents de sécurité ont dû la retenir. Elle était hors de contrôle, montrant enfin son vrai visage. « Vous ne savez rien. Elle a toujours été égoïste. Elle ne m'a jamais donné ce que je méritais. Je méritais Grégoire. Je méritais la maison. » Elle criait aux jurés. C'était exactement ce que la ville avait besoin d'entendre. Amélie se condamnait toute seule, confirmant mes dires. Le juge a frappé son marteau avec force. À l'ordre dans le tribunal, prévenu, asseyez-vous ou vous serez expulsé. Mais Amélie ne cessait de crier. « Mère misérable, à cause de toi je vais être emprisonnée. À cause de toi j'ai tout perdu. Tu devrais être morte et sans la maison. » Chaque mot était la preuve de sa méchanceté et de son obsession. « Amélie Martin, maîtrisez-vous ou nous ordonnerons votre expulsion. » Le juge était rouge de colère, mais Amélie a continué. « J'aurais dû te pousser plus fort, j'aurais dû te briser le cou. Tu n'auras pas de repos dans cette vie. » Avouant la tentative de meurtre et ses intentions cruelles devant tout le monde. Ses avocats ont essayé de la faire taire, mais il était trop tard. Amélie avait tout avoué en direct aux chaînes de télévision qui transmettaient le procès. « Oui, j'ai essayé de la faire disparaître, et j'essaierai encore. Elle ne mérite pas de vivre, elle ne mérite rien. » Le tribunal lui-même est devenu une preuve contre elle. Ce furent 5 minutes de folie totale. Amélie insultant, criant, avouant, menaçant. Les caméras de télévision enregistrant tout en direct. La ville entière voyant une personne en pleine crise au tribunal, révélant son vrai visage d'obsession et de haine. Son visage est devenu encore plus déstabilisé quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Quand ils ont finalement réussi à la calmer et à la sortir de la salle, le mal était fait. Amélie avait détruit toute chance de défense. Elle avait montré au pays entier qu'elle était exactement le monstre que j'avais décrit et qu'elle n'avait aucun contrôle sur ses pulsions. Le procureur n'a même pas eu besoin d'ajouter un mot. « Messieurs les jurés, vous venez de voir de vos propres yeux. L'accusé a avoué, menacé, a montré une absence totale de repentir et de remords. Je demande la condamnation maximale et je demande que vous considériez la gravité de la tentative d'homicide et son historique d'obsession. Si vous avez vu qu'Amélie s'est condamnée elle-même et n'a pas pu dissimuler sa haine et son obsession, laissez ce pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'une fille puisse haïr autant sa propre mère et être aussi obsédée? Parce que ce que les autres témoignages ont révélé était encore pire. Après la crise d'Amélie, le tribunal a entendu d'autres témoignages qui ont prouvé qu'elle était une manipulatrice professionnelle, mue par une obsession maladive. La première fut Madame Leroy,
l'ancienne voisine d'Amélie, qui avait été la cible de son obsession pour Antoine, l'ex-mari. Messieurs les jurés, Amélie était obsédée par Antoine. Quand il a commencé à voyager pour le travail, elle passait chez lui et fouillait son courrier. Une fois, elle a même tenté de se faire passer pour sa femme pour obtenir des informations bancaires. C'était un comportement de harceleur, une persécution dont je n'avais aucune idée. « Vous avez eu des doutes ?» a demandé le procureur. « Oui, j'ai eu des doutes. Amélie était trop possessive. Elle me racontait des choses étranges sur la femme de Grégoire, qu'elle allait disparaître, et sur sa propre mère, qu'elle gênait sa vie. Elle parlait avec tellement de haine que ça me donnait des frissons. C'était un schéma d'élimination des obstacles. Le deuxième témoignage fut celui du fils de Grégoire, l'homme dont Amélie était obsédée. Ma mère était désespérée quand elle a découvert l'aventure de mon père avec Amélie. Elle a commencé à recevoir des messages anonymes menaçants, disant qu'elle allait perdre son mari et que sa vie allait devenir un enfer. Amélie était derrière tout ça, harcelant la femme de Grégoire. Votre mère a-t-elle changé après avoir rencontré Amélie? Tout a changé. Elle est devenue paranoïaque, apeurée. Elle est même allée jusqu'à déménager pour échapper aux menaces. Et Amélie continuait de l'appeler là-bas, la tourmentant. Elle voulait que ma mère disparaisse pour avoir le champ libre avec mon père. Manipulation et persécution totale. Et les menaces? Elle envoyait des messages sur le portable de ma mère, lui disait qu'elle allait souffrir, qu'elle allait tout perdre, que sa vie serait un enfer. Ma mère a dû aller à la police et même voir un psychologue tellement elle avait peur. Encore une victime de l'obsession d'Amélie, et je ne savais rien de tout ça. Le troisième témoignage fut celui de la responsable d'Amélie dans son ancienne entreprise de marketing. Amélie avait un comportement étrange. Elle était obsédée par un collègue et tentait de saboter sa relation. Elle répandait des ragots, des mensonges, tentait d'isoler sa petite amie. Amélie était une criminelle professionnelle en manipulation et persécution depuis des années. « Vous avez pris des mesures? Nous l'avons avertie plusieurs fois, mais elle était maligne. Elle faisait tout en filigrane, de manière subtile. Et elle avait toujours une excuse prête, disant que c'était nous qui la persécutons. Amélie était passée maître dans l'art de retourner la situation, se faisant passer pour une victime. D'autres employés se plaignaient-ils du comportement d'Amélie? Statistiquement, oui. Plusieurs personnes ont démissionné ou demandé des transferts à cause du climat toxique qu'elle créait. Mais nous n'avons jamais pu prouver que c'était elle directement. Maintenant, tout était prouvé. Chaque témoignage montrait le même schéma. Amélie s'approchait des personnes qu'il intéressait, manipulait, persécutait et tentait d'éliminer tout obstacle qui se présentait. C'était une machine à détruire des vies qui fonctionnaient depuis des années, mues par une obsession maladive. Vous voyez qu'Amélie a trompé beaucoup de monde, pas seulement moi, qu'elle était une prédatrice professionnelle, mue par l'obsession et l'égoïsme. Dites-moi dans les commentaires, feriez-vous confiance à une telle personne si vous ne saviez pas la vérité? Et quels sont les signes que vous observez chez les personnes obsessionnelles? Si vous comprenez qu'Amélie était dangereuse pour la société entière, laissez ce pouce bleu. Et partagez pour que d'autres familles voient des fois les signes d'enfants ou de proches avec des obsessions et des comportements toxiques avant qu'il ne soit trop tard. Mon histoire sert d'avertissement. L'avocat d'Amélie, Maître Martin, a tenté toutes les stratégies possibles pour la sortir de prison. Première tentative, la folie mentale. Ma cliente souffre de troubles psychiatriques graves. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle a agi sous l'effet d'une crise psychotique causée par la passion. Le procureur a détruit cette défense rapidement. Maître, votre cliente a planifié et exécuté des actes de persécution, de sabotage et d'agression pendant des années. Elle est méthodique. Où est la folie là-dedans? Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle ne se soucie juste pas des conséquences. C'était de la préméditation totale, mue par l'obsession. Deuxième tentative, légitime défense. Amélie se sentait menacée par sa mère, qui l'empêchait d'être heureuse. Elle a agi en état de nécessité.
Le tribunal a ri de cela. Comment tenter de pousser sa propre mère dans l'escalier pour qu'elle disparaisse? Est-ce de la légitime défense? Une absurdité totale. Troisième tentative. Désespoir émotionnel. Ma cliente était désespérée d'avoir été abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Elle a agi par passion dévorante. Mensonge. Amélie avait un historique d'obsession, et cette passion n'était qu'un déclencheur de plus pour son comportement. Quatrième tentative. Influence de drogue. Amélie était sous l'effet de médicaments qui ont altéré son comportement. L'examen toxicologique a montré qu'elle était sobre pendant tous les crimes et que les drogues qu'elle utilisait étaient récréatives, non thérapeutiques. Cinquième tentative. Traumatisme infantile. Amélie a subi des abus émotionnels dans son enfance qui ont façonné sa personnalité obsessive et agressive. J'ai explosé en entendant ça. Mensonge. Amélie a eu une enfance normale. Elle a toujours été aimée et choyée. Elle n'a jamais subi aucun abus. L'avocat essayait par tous les moyens de me blâmer. Sixième tentative. Syndrome d'aliénation parentale. La mère a manipulé Amélie pendant des années, créant du ressentiment et l'éloignant de son père et d'autres personnes. Encore plus absurde. Moi qui ai subvenu aux besoins d'Amélie toute sa vie, qui ai travaillé pour tout lui donner, qui me suis sacrifié pour son bonheur. Dernière tentative. Demande de clémence. Je demande aux jurés de considérer la condition d'Amélie comme victime d'une passion, sa jeunesse et ses possibilités de réinsertion. Amélie avait 35 ans. Elle n'était plus une jeune impulsive, et celle qui tente de tuer sa mère par obsession ne mérite pas de clémence. Chaque tentative de la défense était plus ridicule que la précédente. L'avocat était désespéré. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de libérer Amélie. Les preuves étaient irréfutables, les témoignages clairs. Les réactions d'Amélie au tribunal n'ont fait qu'aggraver sa situation. La meilleure partie a été quand le procureur a réfuté toutes les défenses d'un seul coup. Messieurs les jurés, vous avez entendu 7 stratégies différentes. Cela prouve que la défense sait que l'accusé est coupable. Il n'y a pas d'argument réel, seulement du désespoir et de la manipulation, exactement ce que l'accusé fait à ses victimes. Si vous pensez que la défense d'Amélie était pathétique et qu'elle n'avait aucune échappatoire, laissez ce pouce bleu. Parce que quand quelqu'un tente d'ôter la vie de son propre sang par obsession, aucune défense ne peut le sauver. La justice doit être rendue. L'heure des plaidoiries finales est arrivée. Le procureur Maître Fournier s'est levé et a prononcé un discours qui a ému tout le tribunal. Messieurs les jurés, aujourd'hui vous jugez une personne qui, mue par une obsession maladive, a tenté d'assassiner sa propre mère. Amélie Martin n'est pas une fille qui a perdu le contrôle par passion. C'est une manipulatrice en série, une harceleuse, une personne qui a transformé la vie de plusieurs individus en un enfer et a tenté d'ôter la vie de celle qui l'a élevée. Elle a attaqué sa propre mère pour qu'elle disparaisse de sa vie. Cette femme étudiait ses victimes comme un prédateur étudie sa proie. Elle choisissait des personnes qui étaient des obstacles à ses désirs, gagnait leur confiance ou les persécutait, puis tentait de les éliminer de sa vie, que ce soit par manipulation, isolement ou, comme dans le cas de sa mère, par agression physique grave. Tout cela par son obsession. Vous avez vu qu'elle ne montre aucun remords. Au contraire, elle a avoué ici même qu'elle essaierait de faire disparaître sa mère à nouveau. Cela prouve qu'elle est irrécupérable, qu'elle sera toujours dangereuse et que son obsession n'a pas de limite. C'est pourquoi je demande la condamnation maximale. Tentative d'homicide qualifiée par motif futile et cruauté envers sa propre mère. Je demande qu'Amélie Martin soit condamnée à la peine maximale, afin qu'elle ne représente plus jamais un danger pour personne. L'avocat de la défense a tenté un dernier appel émotionnel. Messieurs les jurés, rappelez-vous qu'Amélie est aussi une victime. Victime d'une passion dévorante, victime d'un déséquilibre émotionnel qui l'a poussée à commettre un acte impensé contre sa propre mère. Il tentait à tout prix d'exonérer Amélie de sa responsabilité. C'était ridicule. Amélie avait accès à une thérapie. Elle avait du soutien. Si elle avait voulu un traitement,
elle l'aurait obtenu. Son problème n'était pas le manque de traitement, c'était le manque d'empathie, l'obsession et la conviction qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle voulait, coûte que coûte. Je demande que vous envisagiez la possibilité de réinsertion. Amélie peut encore devenir une personne productive pour la société. Productive? Elle était productive, oui, à détruire la vie des gens autour d'elle, à persécuter, à manipuler, à tenter de tuer. C'est ce qu'elle produisait. Le procureur a eu le droit à une réplique. Messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par de fausses larmes ou des discours vides. Les personnes avec ce profil sont des manipulateurs nés. Amélie essaie de vous tromper comme elle a trompé ses victimes et sa propre mère. Si elle sort de prison, elle attaquera à nouveau. C'est une statistique prouvée. Les obsessionnels et manipulateurs sans traitement ne se remettent pas vraiment. C'est pourquoi la société doit être protégée d'elle pour toujours. C'est pourquoi sa mère l'a déshéritée et demande justice. Ne donnez pas une seconde chance à celui qui a tenté d'ôter la vie de son propre sang. Les 8 jurés sont partis délibérer. Tout le monde au tribunal était anxieux. Je priais pour qu'ils rendent justice, pour qu'Amélie reste emprisonnée et ne puisse plus jamais blesser personne. Je voulais juste ma paix. Environ 3 heures plus tard, ils sont revenus avec le verdict. Le porte-parole du jury, une femme d'une 50aine d'années, a lu la décision. Après avoir analysé toutes les preuves et les témoignages, nous sommes arrivés au verdict suivant. Concernant la tentative d'homicide contre Jeanne Dubois, coupable de tentative d'homicide qualifiée par motif futile et cruel. Le tribunal a soupiré de soulagement. C'était la condamnation que j'attendais. Amélie s'est effondrée en entendant le verdict. Elle savait qu'elle allait rester en prison pendant très longtemps. Elle a essayé de pleurer, mais personne n'a eu pitié. Elle avait blessé trop de monde pour mériter la compassion. Son visage, déstabilisé et plein de haine, n'avait pas de prix. Le juge a fixé la session de prononcer de la peine pour la semaine suivante. L'accusée restera en détention en attendant la détermination de la peine. Amélie allait découvrir combien d'années elle resterait en prison. Et je savais que mon exhérédation était déjà une sentence pour elle. Je suis sortie du tribunal soulagée. Justice avait été rendue. Amélie allait croupir en prison et le monde serait plus sûr. Aucune autre famille ne souffrirait ce que j'ai souffert, et mon attitude de l'exhérédaire publiquement servirait d'exemple. Si vous avez été soulagé par la condamnation d'Amélie et par mon attitude d'exhérédation, laissez ce pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'elle a mérité cette condamnation et l'humiliation de l'exhérédation? Parce que pour moi, elle a mérité chaque seconde. 1 semaine plus tard, nous sommes revenus au tribunal pour la lecture de la sentence. Le juge Dumont était sérieux. Amélie Martin, en 20 ans de magistrature, je n'ai jamais assisté à des crimes aussi barbares et motivés par autant d'obsession et d'égoïsme que les vôtres. Vous avez fait preuve de froideur, de cruauté et d'une absence totale de sentiments humains. Vous avez tenté d'ôter la vie de votre propre mère qui vous a élevé avec amour pour un motif futile, par pure obsession et égoïsme. De plus, vous avez un historique de persécution et de manipulation qui a été révélé dans ce tribunal. Pour le crime de tentative d'homicide qualifié par motif futile et cruauté, je vous condamne à 16 ans de réclusion en régime initialement fermé. 16 ans? Amélie allait passer beaucoup de temps en prison. Elle ne sortirait plus jamais pour me faire du mal ou pour blesser qui que ce soit d'autre. Le tribunal a applaudi la sentence. C'était une vraie justice. Et son visage, en état de choc total, était ma revanche. Sans droit à la libération conditionnelle pendant les 5 premières années. Compte tenu de la gravité des crimes et du danger qu'elle représente, l'accusé restera sous surveillance stricte pour évaluer son trouble de la personnalité. L'exhérédation publique par sa mère a également été prise en compte comme circonstance aggravante morale. Amélie a essayé de crier quelque chose, mais les policiers l'emmenaient déjà. C'était la dernière fois que je voyais mon ex-fille, Amélie. Elle est sortie menottée, pleurant de rage et de honte, sachant qu'elle ne serait plus jamais libre et qu'elle avait tout perdu, y compris mon héritage. Je suis sortie du tribunal en paix. J'avais fait ce qu'il fallait.
Amélie allait croupir en prison et le monde était plus sûr. Aucune autre famille ne souffrirait ce que j'ai souffert, et mon attitude de l'exhérédère publiquement servirait d'exemple. Ceci est la partie cruciale de mon histoire. Dans le prochain et dernier bloc, je vais raconter comment j'ai reconstruit ma vie, comment je suis devenu un symbole de la lutte contre la violence familiale par obsession, et mon message final pour toutes les mères de France. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un pouce bleu, partagez, commentez, parce que cette histoire doit être connue. Elle doit alerter d'autres familles au bloc final. Mais tout n'a pas été rose dans ce parcours. Être un symbole national et le visage d'une cause est un lourd fardeau. Chaque jour, des gens me cherchaient, me racontant des tragédies familiales, me demandant de l'aide. Parfois, je n'en pouvais plus d'entendre tant de souffrances, tant d'histoires d'obsession et de cruauté. Il y avait des jours où je pleurais seule à la maison. Pourquoi moi? Pourquoi dois-je porter la souffrance de tant de gens? Pourquoi ma fille m'a-t-elle fait ça? La psychologue, le docteur Leclerc, me conseillait « Madame Geneviève, vous avez choisi cette mission. Vous pouvez abandonner quand vous voulez, mais votre voix est la voix de milliers. Votre force est la force d'un mouvement. Mais comment abandonner quand des lettres comme celle-ci arrivaient? Madame Geneviève, mon père était manipulé et agressé par mon frère, obsédé. Après avoir vu votre interview, nous avons réussi à le sauver et il l'a déshérité. Merci de nous avoir donné du courage. Votre histoire est un phare. » Ou encore, « Ma belle-mère était persécutée par son fils. Je lui ai montré votre histoire. Maintenant, le fils est en prison et ma belle-mère est en paix. Vous êtes l'ange gardien des parents agressés et manipulés. » J'ai aussi reçu des critiques. Madame Geneviève n'aurait pas dû déshériter sa fille. Une mère pardonne toujours. Ma réponse. Une mère se protège et protège la société d'un enfant agresseur et obsessionnel. Le pardon ne justifie pas l'impunité, ni la cohabitation avec la toxicité. Déshériter Chloé a été un acte d'autoprotection et de justice. Des personnes religieuses disaient « Vous irez en enfer pour avoir condamné et déshérité votre propre fille. » Je répondais « Si Chloé avait blessé ou tué quelqu'un d'autre, alors oui, j'irai en enfer pour ne pas l'avoir empêché. Ma conscience est en paix. » Dieu comprend le cœur d'une mère qui cherche justice et paix. Des familles de personnes atteintes d'autres troubles de la personnalité me cherchaient. Madame Geneviève, comment avez-vous eu le courage de déshériter Chloé? Le courage vient quand on comprend que certaines personnes n'ont pas de remède et que l'amour-propre et la paix sont plus importants que le lien de sang toxique. Chloé était trop dangereuse pour avoir une seconde chance dans ma vie. J'ai découvert des histoires qui m'ont fait froid dans le dos. Une mère dont le fils a tué toute la famille par jalousie. Un père dont le fils a tenté d'incendier la maison parce qu'il ne pouvait pas manipuler. Une grand-mère dont la petite fille harcelait obsessivement ses amis. La France connaît une épidémie de personnes toxiques et manipulatrices dont personne ne parle. J'ai réalisé que mon cas n'était pas une exception. C'était un schéma qui se répète dans des milliers de familles. La différence est que j'ai eu le courage de dénoncer, de choisir la justice et l'autoprotection au lieu du silence et d'un faux amour familial qui me détruisait. J'ai créé un groupe de soutien. Mères ayant déshérité leurs enfants. Nous nous réunissons tous les mois. Nous sommes 25 femmes qui ont eu le courage de livrer des enfants agresseurs et manipulateurs à la justice et de les déshériter. Le soutien mutuel est fondamental pour la guérison. Madame Geneviève, regrettez-vous? C'est une question que je reçois tous les jours. Je regrette de ne pas avoir perçu les signes plus tôt. Mais d'avoir livré Chloé et de l'avoir déshéritée, jamais. C'est ce qui m'a sauvée et ce qui l'a complètement décontenancée. Chloé purge sa peine au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Elle est dans une cellule séparée par mesure de sécurité. Les autres détenues détestent celles qui s'en prennent à leur propre mère. Elle ne tiendrait pas un jour en cellule commune sans la protection de la direction. Je reçois des rapports sur son comportement. La prévenue démontre une absence totale de remords,
elle maintient un discours de victimisation. Elle blâme sa mère pour sa situation et pour l'humiliation du déshéritement. Les personnes atteintes de ce trouble ne changent vraiment jamais. Le déshéritement l'a rendue encore plus penaude et révoltée. Chloé a tenté de m'écrire plusieurs fois. Des lettres manipulatrices. « Maman, pardonne-moi. J'étais malade quand j'ai fait ça. Tu m'as déshéritée, tu ne peux pas me faire ça. » Je les déchire toutes, sans lire jusqu'à la fin. Je ne me laisserai plus manipuler. Elle voulait mon héritage, pas mon pardon. Elle a demandé à me voir 5 fois. J'ai tout refusé. « Madame Geneviève, votre fille a droit à une visite familiale. Et moi, j'ai le droit de ne pas voir celle qui a tenté de me tuer et de m'humilier. » Chloé a perdu le droit de m'appeler mère. Le déshéritement a été ma réponse finale. Une psychologue de la prison m'a appelée. « Chloé parle de vous tous les jours. Elle dit que vous êtes cruelle, que vous n'avez pas de cœur de mère et que vous l'avez humiliée en la déshéritant publiquement. Dites-lui qu'un cœur de mère protège la société d'un enfant agresseur et se protège soi-même, et que l'humiliation a été ma façon de lui montrer qu'elle n'a aucun pouvoir sur moi. » Chloé a tenté de donner des interviews à la télévision, disant qu'elle était victime de sa mère et qu'elle avait été déshéritée injustement. J'ai obtenu une injonction judiciaire l'interdisant. Je ne laisserai pas cette manipulatrice se faire de la publicité sur la souffrance qu'elle a causée. Elle ne mérite pas de tribune pour mentir et déformer la vérité. J'ai appris qu'elle tente de manipuler d'autres détenus pour obtenir des avantages. Madame Geneviève, elle pourrait réussir à réduire sa peine ou obtenir des privilèges. Avec 16 ans de condamnation, seulement s'ils inventent une machine à remonter le temps ou une loi qui pardonne les criminels sans remords. Et l'héritage, elle l'a perdu pour toujours. D'autres détenus ont déjà tenté de l'agresser plusieurs fois. Qui s'en prend à sa mère n'a pas de pardon, même en prison, m'a dit un directeur de la prison. Chloé vit isolée pour sa propre sécurité. Personne ne supporte sa fausseté et sa manipulation. Les médecins de la prison confirment. Chloé présente un trouble de la personnalité qui la rend incapable d'empathie, de culpabilité et hautement manipulatrice. Elle ne montre aucun regret, ne ressent aucun remords, manipule tous ceux qu'elle peut. Elle représente un danger permanent pour la société si elle est libérée. Si vous êtes d'accord que Chloé doit rester en prison pour toujours et que mon acte de déshéritement était juste et nécessaire, laissez un « j'aime » et dites-moi en commentaire, visiteriez-vous un enfant qui a tenté de vous tuer et qui vous a humilié? Car pour moi, certains liens ne reviennent pas et le déshéritement a été la libération. Aujourd'hui, à 71 ans, je laisse mon message final à toutes les mères et tous les pères de France qui pourraient traverser ce que j'ai vécu. Premièrement, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble anormal avec votre enfant, s'il y a un schéma de manipulation, d'obsession, de mensonge ou d'agression, c'est probablement que quelque chose ne va pas. Deuxièmement, le sang ne justifie pas tout. Un enfant qui menace, vole, agresse, persécute ou manipule ses parents ne mérite pas de protection familiale. Il mérite d'être dénoncé. La famille est celle qui prend soin, pas celle qui détruit, pas celle qui humilie, pas celle qui tente de vous faire disparaître de sa vie. Brisez le cycle toxique. Troisièmement, n'ayez pas honte de dénoncer un enfant criminel ou toxique. Vous n'êtes pas responsable de sa méchanceté. Vous avez été des victimes, pas des complices. La justice est le seul chemin vers votre paix et la sécurité de la société. Mon acte de déshériter Chloé était pour lui montrer qu'elle n'a aucun pouvoir sur moi. Quatrièmement, cherchez de l'aide légale et protégez-vous. Blindez vos testaments, installez des caméras, documentez les menaces et les comportements obsessionnels. La protection préventive peut sauver des vies et votre paix. N'attendez pas de devenir une statistique. Utilisez la loi Geneviève Dubois. Cinquièmement, créez un réseau de soutien. Voisins, amis, famille proche. La violence domestique et la manipulation prospèrent dans le silence. Brisez le silence avant qu'il ne soit trop tard. Parlez, confiez-vous, cherchez de l'aide professionnelle.
Pour les enfants qui écoutent, respectez vos parents. Ils vous ont donné la vie, l'éducation, l'amour. L'héritage n'est pas un droit automatique. C'est une reconnaissance pour une affection sincère. Et l'obsession et l'égoïsme ne mèneront qu'à la destruction. Pour la société, faites attention aux personnes âgées autour de vous, aux voisins, aux proches. Une personne isolée, effrayée, présentant des signes de manipulation ou rapportant des accidents étranges pourrait être agressée et persécutée par ses propres enfants ou membres de sa famille. Votre signalement peut sauver des vies. Mon histoire se termine ici, mais mon combat continue. Tant qu'il y aura un enfant qui blesse son parent par obsession ou pour un héritage, je dénoncerai. Tant qu'il y aura une mère qui souffre en silence et qui est humiliée, je conseillerai. Et Chloé, à coup sûr, ne mourra plus jamais, ni mon héritage. Chloé a tenté de me pousser dans les escaliers pour que je disparaisse. Mais au final, c'est elle qui a disparu de ma vie et de la société. Aujourd'hui, elle est en prison, déshéritée et humiliée par sa propre obsession, et je suis libre, forte, aidant d'autres familles. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime », partagez, commentez. Votre action peut atteindre la bonne personne au bon moment. Elle peut sauver une vie. Elle peut donner du courage à quelqu'un qui en a besoin. Elle peut aider à transformer une tragédie en un héritage de force et de justice. Je suis Geneviève Dubois. J'ai survécu à une attaque de ma propre fille. Je l'ai déshéritée et je l'ai complètement décontenancée. J'ai choisi la justice et ma paix au lieu du silence. Et je ne le regrette pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.